Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour la séance de cet après-midi consacrée au vote de la première partie du projet de loi de finances pour 2014, première partie qui porte sur les recettes du budget de l'État et une première partie du PLF 2014 qui va sans doute être rejetée cet après-midi par le Sénat. En effet, depuis une semaine maintenant, eh bien, les sénateurs ont détricoté cette partie recettes, supprimant des impôts, des taxes et le PLF, première partie donc sur les recettes, ne ressemble plus à grand-chose selon le gouvernement, mais aussi selon les différents groupes politiques du Sénat, ce qui devrait donc d'emblée entraîner son rejet cet après-midi. Alors tout de suite, on va rejoindre Tam Tranui qui se trouve dans l'hémicycle du Sénat avant de l'entendre pour voir un petit peu comment vont se dérouler les explications de vote sur ce PLF 2014. On va écouter à l'instant cet hommage qui commence. C'est celui de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui rend hommage à Lucien Neuwirth, celui qui a porté la loi sur la pilule, qui est un ancien sénateur. On écoute Jean-Pierre Bel et on revient après sur le budget. Je veux saluer le courage et la lucidité du jeune homme, je dirais même de l'adolescent, qui entra dans la résistance à 16 ans. Arrêté par la police de Vichy, il s'enfuit en Espagne avant de rejoindre Londres. Fait prisonnier lors d'une mission aux Pays-Bas, promis à l'exécution sommaire comme ses camarades, il en ressort grièvement blessé, mais miraculeusement vivant. Engagé auprès du général de Gaulle pour la libération de la France, c'est dans les rangs gaullistes qu'il commence sa carrière politique. D'abord comme benjamin du conseil municipal de sa ville natale, Saint-Étienne, puis comme adjoint au maire. C'est là qu'en 1957, il fait la connaissance du mouvement Maternité heureuse, qui deviendra le mouvement français pour le planning familial. Porte-parole du comité de salut public et directeur de Radio Alger au cours des derniers mois de la 4e République, il est élu député de la 5e République dès 1958. Son œuvre de parlementaire, inspirée par la volonté de faire évoluer le droit pour mieux assurer et promouvoir la dignité humaine. Celui qui disait avoir été élevé par 2 femmes exceptionnelles reste marqué par le courage de celles qui ont combattu à ses côtés dans la résistance. Animé par une conscience aiguë de la situation parfois tragique des femmes dans les années 50 et 60, il affronte les conservatismes pour leur apporter une liberté essentielle. En autorisant la contraception, la loi du 28 décembre 1967, qui porte son nom, leur donne la maîtrise de leur corps et de leur fécondité. Violemment attaqué au cours de ce qui fut un véritable combat législatif, Lucien Neuwirth a apporté une contribution majeure à l'émancipation des femmes. Cet engagement, il le poursuit en tant que rapporteur à l'Assemblée nationale du projet de loi de Simone Veil sur l'interruption volontaire de grossesse en 1974. Devenu président du Conseil général de la Loire, il est élu sénateur de 1983 à 2001. Observateur avisé, sensible de la société, il inscrit dans la loi de nouvelles avancées pour que chacun soit un peu plus maître de son destin face à la douleur et au drame de la vie. Questeur du Sénat, membre éminent de la Commission des affaires sociales, il prend l'initiative de 2 textes qui font progresser notre pays en matière de prise en charge de la douleur et des soins palliatifs. Il a accompli dans ce domaine également une œuvre fondatrice. Celui qui agit avec tant de conviction, tant de générosité et de persévérance pour le bien commun, pour les droits des femmes et pour le respect de la dignité humaine, mérite notre profonde reconnaissance. À son épouse, à ses proches, j'adresse en notre nom toutes nos condoléances les plus sincères. Mes chers collègues, je vous propose d'observer une minute de silence à la mémoire de Lucien Neuwirth.
Je vous remercie. Bien, je reprends nos débats en application de l'article 45. Alinéa 2 de la Constitution, le gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l'examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires... Voilà donc pour cet hommage du Sénat cet après-midi, et cet hommage notamment du président du Sénat Jean-Pierre Bel à Lucien Neuwirth, ancien sénateur, celui qui a porté la loi sur la pilule en France et puis ancien grand résistant. Vous avez pu entendre le discours de Jean-Pierre Bel. Alors on va repartir sur des questions plus budgétaires avec donc les explications et le vote cet après-midi au Sénat sur la première partie du projet de loi Finances 2014. On va tout de suite rejoindre dans l'hémicycle du Sénat Tam Trinh Nui. Bonjour. Bonjour Perrine. Vous suivez pour nous ces débats. On en est où et ce vote devrait intervenir à quel moment cet après-midi? Alors, les sénateurs s'apprêtent dans quelques instants à aborder le titre 2, c'est-à-dire le titre relatif à l'équilibre des ressources et des charges, donc plus globalement l'équilibre général du budget. C'est un seul article qui précédera donc les explications de vote, puis le vote. Avant ça, tout cet après-midi, ils ont examiné assez rapidement tous les budgets annexes et les comptes spéciaux, c'est-à-dire des sujets extrêmement divers. On a parlé des bonus-malus automobiles, mais aussi du financement des infrastructures de transport, des relations financières entre l'État et la sécurité sociale, en abordant notamment la question du financement du RSA. Et puis ensuite, il y a eu donc toute la question épineuse du financement de l'audiovisuel public. À présent, donc, les sénateurs en sont à l'article 43. Voilà, Rine, ce que vous pouvez dire sur cette séance. Merci beaucoup Tam, on vous retrouve en direct de l'hémicycle à différents moments de ces explications de vote et du vote cet après-midi au Sénat. Alors je rappelle pour les téléspectateurs qui nous suivent que si la première partie du projet de loi de finances pour 2014 est rejetée, c'est l'ensemble du budget qui tombe. En effet, si les recettes ne sont pas adoptées, le Sénat n'examinera pas la partie dépenses de ce budget. Pourquoi le budget serait rejeté par le Sénat aujourd'hui? Tout simplement parce que ces différentes mesures principales, notamment les taxes, les recettes qui avaient été prévues par le gouvernement, n'ont pas été adoptées. En tout cas, les principales n'ont pas été adoptées par les sénateurs. Je pense à la contribution exceptionnelle de 75% pour les personnes qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Je pense également à la TVA qui devait augmenter pour les centres équestres. Il y a eu un amendement qui refuse l'augmentation de cette TVA qui a été adoptée par le Sénat. Je pense également à la baisse du quotient familial. Donc tout ça, ce sont des mesures qui ont été rejetées par les sénateurs et qui font que finalement, ni la majorité gouvernementale ne se retrouve sur ce texte, ni même d'autres groupes de gauche comme les communistes ne sont d'accord avec le budget du gouvernement. Et puis bien sûr, l'opposition, l'UDI, l'UMP sont contre également le budget du gouvernement. Si bien que il pourrait y avoir personne pour adopter cette première partie du budget cet après-midi, ou en tout cas une partie des sénateurs pourrait s'abstenir. On va suivre ça tout au long de cet après-midi. Je vous propose tout de suite de rejoindre la séance. Francis Delattre, le sénateur, s'exprime et puis on va avoir dans quelques instants donc les explications de vote. On reviendra ici avec des invités pour vous faire suivre cette séance en direct du Sénat. À tout à l'heure. Certaines qui ont des charges plus que d'autres. Nous avons ensuite écarté la fiscalisation de l'avantage complémentaire santé. C'est un tour de passe-passe, on va dire, de l'ingénierie financière qui peu à peu envahit nos discussions, car c'est 17 millions de Français qui vont bénéficier très avantagement de l'avantage complémentaire santé. Était-ce utile de les faire contribuer sur ce mince avantage en l'imposant sur leur assiette, sur leurs revenus? C'est vrai que ça coûte 1,2 milliard. Mais enfin, quand même, 17 millions de salariés, c'est quand même pas une fiscalité pour les riches. Ce sont nos concitoyens qui travaillent. Ensuite, le ministre du Budget nous a indiqué que les entreprises, pour l'année prochaine, allaient diminuer, leurs charges allaient diminuer d'environ 10 milliards. Alors, pour faire en sorte que cet engagement soit vraiment tenu, nous avons fait en sorte d'écarter la surfiscalisation de l'impôt sur les sociétés
les sociétés de plus de 2500 millions de chiffre d'affaires, et c'est effectivement un coût pour le budget de 2,5 milliards. Nous rappelons quand même que ça va mener le taux de l'impôt sur les sociétés à 38%, contre 15% en Allemagne, 24% au Royaume-Uni. Et ensuite, nous sommes surpris de voir que dans le rapport gallois, il était indiqué que c'était les PME, PMI qui ont déjà une certaine consistance, qui ont à peu près les moyens d'entreprendre une campagne pour conquérir les marchés internationaux. Donc, si vous voulez que nous renforcions la compétitivité de ces entreprises qui sont ciblées par le rapport gallois comme devant attaquer les marchés internationaux, il est bien évident qu'il ne faut pas les surtaxer de 2,5 milliards. Nous avons ensuite écarté encore une innovation financière funeste qui remonte à 2013 et qui a été accentuée en 2014 sur la non-déductibilité fiscale des intérêts des prêts conclus par les entreprises pour leurs investissements. Ça coûte effectivement 3 milliards. Dans un pays où 80% des investissements des entreprises sont assurés par les banques, une telle mesure ne conclut qu'à une chose, à augmenter le taux des emprunts dont ils ont besoin pour emprunter pour leurs investissements. Tout le monde se plaint, tout le monde remarque que nous avons un véritable problème dans les investissements des entreprises et nous pensons que, au lieu de les surtaxer là aussi, il serait plus utile à l'économie du pays et eu égard aux faiblesses, effectivement, de fonds propres de nos entreprises, de les aider plutôt que de les taxer. Ensuite, nous avons eu bien sûr, alors ceci coûte 3 milliards, donc nous sommes aux 11 milliards. Tout à chacun peut juger de la pertinence de nos amendements. Ils ont été parfois soutenus par un certain nombre de groupes de l'opposition et nous les en remercions. Pour le procès qui a été fait à nos propres propositions, je dirais que si déjà nous faisions exactement le contraire de ce que vous nous avez proposé, ce serait déjà pas mal, ce serait déjà un début de programme, ça ne suffirait pas, mais ce serait déjà le début d'un chemin. Enfin, pour les collectivités territoriales, 4-5 milliards prélevés en 2 ans, 1,5 milliard d'économies sont faites. Et quand je regarde, Monsieur le ministre du Budget, votre magnifique document sur la croissance et l'emploi, je note qu'en 2013, hors pension, hors casse-pension, hors dette, le budget de l'État, en 2013, était de 295,2 milliards, 200 millions. En 2014, il est de 294, 500 millions. Autrement dit, il a baissé de 700 millions et la dotation, la diminution de la dotation aux collectivités est exactement de 1 milliard. En réalité, c'est sur le dos des collectivités territoriales que vous avez ce mince bénéfice sur la croissance des dépenses du pays. Alors, monsieur l'intérêt de ces amendements, pour nous, a le mérite d'éclairer crûment vos vrais choix économiques et fiscaux. Il y a une espèce de bon taux fiscal avec le CICE pour les entreprises, mais en réalité, dans l'état actuel des choses, c'est 10 milliards supplémentaires de charges pour les entreprises. C'est presque autant de charges supplémentaires pour les salariés. Et en réalité, c'est toujours privilégier la consommation au profit de la production, donc de l'emploi. Le problème de ce budget est qu'il manque, curieusement, d'incitation. Et la principale incitation qui lui manque, c'est le courage politique. Avec 57,1 du PIB, de la PIB en dépenses publiques, tout en haut de la zone euro, vous asphyxiez les forces productives. Par rapport à l'Allemagne, qui est passée en 10 ans de 48,5 à 44,7, c'est un vrai schisme qui se prépare. Vous ne devriez pas en rire, parce que dans cet écart, c'est les difficultés de l'année et des années qui viennent. Nous avons des économies, nous avons des orientations trop divergentes puisque nous puissions maintenir une monnaie commune durablement. En fait, c'est un budget conservateur, sans cap ni courage, qui nous conduit au déclassement. C'est le vieux monde de la dépense incontrôlée qui va s'écrouler avec le socialisme à la française, incapable de baisser la dépense publique, qui fait qu'aujourd'hui, mes chers collègues, c'est l'Espagne qui nous prend des parts de marché, notamment industrielles. Vous avez devant vous un budget à risque. Budget
budget à risque Si vous par voulez bien rapport à terminer, nos mon cher prêteurs collègue. internationaux, un budget à risque pour la paix sociale du pays, vous seriez bien inspiré de garder un certain nombre de nos amendements, Monsieur le ministre. Merci. Demande de parole de notre collègue André Reichardt. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, quelques mots simplement pour abonder dans le sens, vous n'en doutez pas, de notre collègue Francis Delattre. Ce projet de loi de finances pour 2014 présente en effet de très grandes conséquences pour les entreprises, qu'elles soient toutes petites ou qu'elles soient un grand groupe international dont le siège serait en France. Or, ce sont bien ces entreprises qui créent de l'emploi et cet emploi constitue, je pense, pour tout le monde ici, la priorité, la première des priorités pour notre pays. Je passe sur les discussions que nous avons eues. Francis Delattre y est revenu sur l'article 9 qui signe le retour de la taxe à 75%, sur l'article 10 qui marque un nouvel épisode de ce feuilleton de la taxe sur le BE, sur l'article 20 qui crée une éco-contribution carbone, pour m'étendre un peu plus sur les mesures qui affectent tout particulièrement les PME, voire les TPE. La hausse de la TVA, mise en œuvre par les dispositions du PLFR pour 2012 de décembre 2012, va donc entrer en vigueur le 1er janvier prochain. Le gouvernement ne souhaite pas revenir là-dessus. Pour un produit de 6 milliards d'euros, cette hausse va affecter tous les secteurs d'activité, mais tout particulièrement les artisans, les commerçants, et on l'a vu encore récemment, la grogne des centres équestres illustre clairement que tout le monde va être touché. Elle va avoir des répercussions que l'on n'imagine pas pour ces secteurs dont des entreprises, mes chers collègues, peuvent tout simplement disparaître parce que leurs clients ne seront plus solvables. Le bâtiment, tout particulièrement, va beaucoup souffrir puisque le taux est passé de 5,5 en 2011 à 7 en 2012, à 10 au 1er janvier, multiplication par 2 en moins de 2 ans dans un secteur qui emploie beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. À n'en pas douter, le travail noir va à nouveau prospérer. Dans ce secteur, il y aurait certainement eu intérêt à faire bénéficier les artisans indépendants, même si ce n'est pas la panacée du crédit d'impôt compétitivité emploi. J'avais eu l'occasion de le réclamer. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'article 23 bis a réduit, lui, de moitié le crédit d'impôt apprentissage, qui va pénaliser les entreprises qui embauchent des apprentis. Il est vrai que le gouvernement préfère financer des emplois d'avenir sur le dos du contribuable. L'article 24, lui, baisse de 1,5 milliard d'euros la DGF des collectivités. On a le sentiment que ça ne va pas toucher les entreprises. Vous savez bien que non, puisque c'est autant qui sera compensé en impôts locaux, donc en CFE, en CVAE, à la charge des entreprises, petites ou grandes. Et enfin, pour ne pas être trop long, l'article 31 que nous avons vu hier soir baisse le plafond des ressources affectées aux compagnies consulaires, vous l'avez vu de façon drastique, qui seront empêchées de réaliser leur mission d'accompagnement des entreprises. On le sait, elles jouent un rôle fondamental, qu'on le veuille ou non. In fine, mes chers collègues, le présent projet de loi ponctionne 5,3 milliards d'euros sur les entreprises et je ne prends pas en compte l'impact de la TVA sur leur activité. Cette hausse, cela a été dit tout à l'heure, se rajoute à la ponction de 10 milliards l'année dernière. Ce sont donc 15 milliards d'euros de prélèvements en plus pour les entreprises. Vous permettrez de dire, mes chers collègues, si vous votez, si nous votons cela, ce sera 15 milliards de moins pour l'emploi et la croissance. Bien, merci. Je suis saisi de 2 amendements. Le premier du gouvernement qui tire les conséquences des votes intervenus sur les articles de la première partie. Le second de M. Delahaye et plusieurs de ses collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je vais bien entendu présenter ces amendements, mais je ne peux pas ne pas répondre aux interventions extrêmement nuancées et d'une grande honnêteté intellectuelle que je viens d'entendre. Et pour lesquelles je voudrais féliciter d'ailleurs très chaleureusement leurs auteurs. Alors je voudrais reprendre tous les arguments qui ont été évoqués. D'abord pour ce qui concerne la dépense publique.
Vous vous inquiétez, monsieur le sénateur, de l'augmentation de la dépense publique et de l'augmentation des charges sur les entreprises résultant de ce budget. Je voudrais simplement vous rappeler des chiffres qui sont dans les rapports du Haut Conseil des finances publiques. Entre 2007 et 2012, non mais je comprends que ça vous gêne, mais enfin, il faut savoir... Non, mais monsieur le sénateur, il faut toujours savoir d'où l'on part pour savoir dans quelle direction l'on est et où on s'apprête à arriver. Entre 2007 et 2012, la dépense publique a augmenté de 170 milliards d'euros. Lorsque l'on regarde ce qu'était la part de la dépense publique dans le produit intérieur brut en 2007 et qu'on regarde ce qu'elle était en 2012, elle avait augmenté de 3 points. Lorsque l'on regarde ce qu'a été le taux d'augmentation de la dépense publique entre 2007 et 2012, je vais même remonter un petit peu plus loin, entre 2002 et 2007, elle a été de 2,7%, de 2,3%, entre 2007 et 2012 d'1,7%. Le budget qui vous est proposé là affiche une division par 5 de l'augmentation de la dépense publique. Et vous parlez d'économie. Qu'en avez-vous fait des économies lorsque vous étiez en situation de responsabilité? La révision générale des politiques publiques est votre doctrine. La révision générale des politiques publiques, c'était 10 milliards d'économies par rapport au tendanciel d'augmentation de la dépense entre 2010 et 2013. Et vous étiez à l'époque occupant toutes les ondes de la télévision et de la radio pour vous en réjouir. Nous, c'est 15 milliards en un an seulement. Voilà la vérité concernant la dépense publique. Avec un tel bilan, vous êtes bien entendu tout à fait légitime à tenir les propos très nuancés que vous venez de tenir. Ensuite, vous dites, messieurs les sénateurs, qu'il y a une augmentation de 5,5 milliards des charges qui pèsent sur les entreprises cette année. Mais excusez-moi de vous le dire avec autant de franchise que vous êtes exprimé, c'est un colossal bobard. La réalité n'est absolument pas celle-ci. La réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que nous avons mis en place un crédit d'impôt compétitivité emploi qui correspond à un allègement net de charges de 20 milliards d'euros sur les entreprises. Ces 20 milliards d'allègement de charges sur les entreprises, c'est 7 milliards de plus que la TVA sociale. Et alors que la TVA sociale correspondait à une diminution des cotisations sociales, qui avait pour principale caractéristique de bonifier l'assiette de l'impôt sur les sociétés, si bien que vous récupériez par l'intermédiaire de l'impôt sur les sociétés une partie de ce que vous aviez consenti en allègement de charges, si bien qu'il aurait fallu faire 33 milliards de TVA sociale pour avoir 20 milliards d'allègement net de charges. Nous faisons 20 milliards d'allègement net de charges qui ne sont pas payés intégralement par le contribuable personne physique, contrairement à votre TVA sociale. Et ce crédit d'impôt compétitivité d'emploi, il est totalement financé. 10 milliards d'économies en dépenses, dont 4 milliards dans le budget 2014, 6 milliards de TVA et 3 milliards de fiscalité écologique, parce qu'il est bon qu'une fiscalité vertueuse contribue à l'abaissement du coût du travail. Voilà très exactement ce que nous faisons, et j'ajoute que le niveau des prélèvements cette année par rapport à celui de l'an dernier est de 2 milliards inférieur. Nous prélevons 2 milliards de moins, ce qui veut dire qu'en 2014, l'allègement net de charges fiscales et sociales sur les entreprises est de 12 milliards. Quand vous indiquez le chiffre d'une augmentation de 5,5 milliards, ça porte un nom, c'est un mensonge. Voilà ce que je voulais indiquer concernant les propos que vous avez tenus. Ensuite, troisième point, vous indiquez, prenant toute une série d'exemples, que nous aurions décidé nous-mêmes d'augmentation de fiscalité. Vous avez pris, monsieur le sénateur, l'exemple des centres équestres. Mais vous êtes tellement peu convaincu de ce que vous dites que lorsque nous avons voté les amendements que vous présentiez, lorsqu'ils ont été votés par le Sénat, certains d'entre vous ont demandé des suspensions de séance, tellement ils étaient confrontés à une réalité simple que je veux rappeler. La réduction du taux de TVA sur les centres équestres a été décidée en 2004, alors qu'on savait pertinemment qu'elle n'était pas conforme au droit européen. La Commission européenne, les institutions de l'Union ont enclenché à l'encontre de cette décision que vous avez prise une procédure au terme de laquelle nous avons été condamnés au mois de mars 2012. Vous n'en avez tenu aucun compte. Au terme de notre arrivée au pouvoir, nous avons cherché à convaincre la Commission de la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la directive TVA que vous n'étiez pas parvenus à faire modifier. A été engagée à l'encontre de la France en raison des décisions que vous aviez prises et que nous avons essayé de modifier. Une procédure de manquement sur manquement, au terme de laquelle, si nous ne procédions pas à une mise en conformité du taux de TVA avec la réglementation européenne, nous nous exposions
à un risque financier considérable au terme duquel nous aurions été dans l'obligation de nous mettre en conformité. Il est vrai que les contentieux européens, vous aimez ça, puisque dans le budget de l'an dernier, c'était plus de 3 milliards audit du contentieux au PCVM. Donc faire payer le contribuable français pour les errements juridiques dont vous avez été les auteurs, vous connaissez, vous aimez, nous non. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous mettre en conformité au droit et c'est la raison pour laquelle également nous engagerons avec la Commission européenne dans le cadre de la révision de la directive TVA toutes les négociations qui doivent l'être, de telle sorte à ce que nous puissions faire en sorte que les centres équestres et d'autres activités puissent bénéficier du taux réduit de TVA, ce que vous n'avez pas réussi à faire. Voilà la vérité que je voulais rétablir, parce qu'on la doit à la représentation nationale quand on fait de la politique avec des chiffres, avec des réalités et non pas avec de la mauvaise foi et des propos tendancieux. Une discussion budgétaire mérite mieux que cela. Vous m'invitez, Monsieur le Président, à présenter l'amendement et je voudrais le faire bien volontiers. Cet amendement du gouvernement est un amendement traditionnel, il est de nature technique. Il vise à tirer les conséquences sur l'équilibre budgétaire de l'ensemble des votes intervenus au Sénat depuis le début de la discussion de cette première partie du PLF. Ces votes conduisent en effet à revoir à la hausse le déficit budgétaire de 10 milliards d'euros. C'est ça le résultat des amendements qui ont été votés par un certain nombre de groupes qui considèrent que la réduction des déficits est l'objectif. 10 milliards d'euros de plus de déficit. Résultant du rétablissement des exonérations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires, qui représentent rien de moins que 4,4 milliards d'euros. Ils n'étaient pas financés lorsqu'ils étaient mis en œuvre en 2007, ils ne le sont pas davantage aujourd'hui. De la suppression de plusieurs mesures du PLF 2014 à hauteur de près de 4 milliards. Il s'agit notamment de la suppression de la baisse de l'avantage procuré par le quotient familial, de la suppression de la taxe exceptionnelle sur les très hautes rémunérations, de la suppression de la baisse du crédit d'impôt apprentissage, de la suppression de l'aménagement des taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, du maintien de l'exonération fiscale de la participation de l'employeur au contrat collectif et du maintien de l'exonération d'impôt sur le revenu des majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, de la suppression du malus automobile. Cette hausse de déficit très significative, j'en ai donné le chiffre, résulte également de la modification de l'imputation des intérêts d'emprunt à hauteur de 500 millions d'euros, du rétablissement de la demi-part supplémentaire des veuves que vous aviez supprimée aux seuls contribuables vivant seuls ayant eu à charge un enfant pendant au moins 5 ans pour un coût de 1,4 milliard, de mesures d'aménagement des taux de TVA à hauteur de 200 millions. Mesdames et Messieurs les sénateurs, à l'issue de vos votes, le déficit budgétaire est ainsi porté à 92,6 milliards, soit une progression de 10 milliards d'euros par rapport au texte issu des débats à l'Assemblée nationale. L'ensemble des groupes politiques convergent vers l'impératif. C'était 14 si je n'avais pas réussi à freiner toutes vos ardeurs, mais comme j'ai un peu réussi, ça fait seulement 10. L'ensemble des groupes politiques convergent vers l'impératif de rétablissement des comptes publics et en même temps, nous constatons une impasse budgétaire de 10 milliards incohérente avec les objectifs que vous avez vous-même formulés. Dès lors, la responsabilité du gouvernement est de présenter devant le Parlement un projet de loi qui permet tout à la fois de prendre en compte les intentions des sénateurs et de garantir les objectifs du gouvernement. Force est de constater qu'il n'en a pas été possible et qu'une majorité d'opposition s'est exprimée. Par conséquent, le gouvernement souhaite procéder à une seconde délibération. Elle permettra au groupe de la majorité de pouvoir se prononcer. Le groupe socialiste a constamment fait valoir sa détermination à ne pas dégrader les comptes publics tout en faisant valoir les priorités du Sénat en termes de solidarité, de croissance et d'égalité du territoire. J'ai bien écouté les discours introductifs des écologistes. Ils ont retenu toute mon attention. Cette seconde délibération permet de rétablir la contribution climat-énergie, ainsi que le rétablissement du malus automobile rejeté en première délibération. De même, ce projet de loi contient la TVA rénovation thermique, qui est une préoccupation historique de la majorité des écologistes. Quant au groupe RDSE, je tiens à souligner en insistant l'esprit de responsabilité qui a animé chacune de ces interventions. Et si nous ne retenons pas l'ensemble de vos propositions pour des raisons que vous comprenez, je constate sur un grand nombre de sujets une convergence de vues qui existe entre vous et nous et qui porte un nom, la responsabilité. Je vous remercie.
L'amendement 477 présenté par notre collègue Delahaye. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous arrivons effectivement au vote de l'article d'équilibre avec, je le crains, l'impossibilité pour nous, pour une deuxième année consécutive, de discuter de la dépense. Je le crains parce que les déficits continuent d'augmenter. L'an dernier, vous avez entendu Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget vient de demander une seconde délibération, un vote bloqué, c'est-à-dire qu'il estime que le texte a été tellement modifié par le Sénat depuis le début de son examen qu'il est aujourd'hui méconnaissable, si bien que même les socialistes ne pourraient pas voter pour ce texte qui, il l'a dit, entérine un déficit de 92,6 milliards d'euros, soit 10 milliards de déficit en plus par rapport à la version de l'Assemblée nationale. Bernard Cazeneuve a ensuite parlé des nombreuses suppressions qu'il y a eu au Sénat, donc le rejet de la baisse du quotient familial, celui de la taxe exceptionnelle à 75%, celle de la réforme des plus-values immobilières et puis certains maintiens, par exemple l'exonération fiscale pour les heures supplémentaires. Tout cela revient donc à un texte méconnaissable. Son seul recours possible, c'est donc la seconde délibération, le vote bloqué, c'est-à-dire demander aux sénateurs de voter non pas sur le texte modifié, amendé par les sénateurs, mais leur demander de voter sur le texte du gouvernement seulement enrichi des amendements du rapporteur général du budget, c'est-à-dire un texte avec lequel le gouvernement est d'accord à 100%. Voilà, pour l'instant, les sénateurs poursuivent les discussions après cette demande et c'est Vincent Delahaye qui a la parole pour son amendement sur l'article 43. Initiative à ce sujet d'une remise à plat de la dépense publique. Alors, pour vous aider, j'ai déposé cet amendement, effectivement, avec un certain nombre de mes collègues, pour essayer de faire en sorte que nous prenions des mesures réelles d'économie sur la dépense publique. Pour vous, les économies, c'est de dépenser un petit peu moins vite que ce qu'on faisait avant. J'ai compris dans votre intervention précédente que vous critiquiez la majorité précédente pour l'augmentation des dépenses sur la durée de la mandature. Je pense que pour réduire la dépense, il faut vraiment la diminuer et faire les efforts que vous proposez pour les collectivités locales. On n'est pas opposé à des efforts pour les collectivités locales, mais moi je souhaiterais que les efforts que vous demandiez aux collectivités locales, c'est-à-dire 1,5 milliard, c'est-à-dire 3,6% de la dotation de l'an dernier, que nous les appliquions sur les dépenses de l'État. Et si nous faisons ça, nous récupérons 14,6 milliards d'euros. Donc les 10 milliards d'euros dont vous parliez tout à l'heure, ils sont largement comblés, Monsieur le Ministre. Donc nous sommes disposés à travailler avec le gouvernement pour donner des pistes. On en a donné. On a donné le retour sur les 35 heures, par exemple. On a donné dans la discussion sur les retraites aussi une possibilité d'une vraie réforme des retraites qui fasse diminuer la dépense. On pourrait aussi revenir sur les rythmes scolaires qui nous ont été imposés, qui ont été imposés de façon unilatérale et qui coûtent 300 millions au budget de l'État et 1 milliard aux collectivités. On n'a pas pensé à supprimer l'école, pas du tout, Monsieur Néry, mais je pense qu'il y a des dispositions courageuses que nous pourrions prendre tous ensemble pour diminuer réellement la dépense publique et permettre de retrouver une situation saine de nos finances publiques et d'éviter de systématiquement solliciter le contribuable. Voilà l'objet du présent amendement, Monsieur le Président. Bien, je vous remercie. Sur ces amendements, quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur général? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, s'agissant tout d'abord de l'amendement du gouvernement à l'article d'équilibre, vous noterez que c'est un exercice particulier puisqu'il s'agit de retracer fidèlement l'impact des votes du Sénat sur l'équilibre du budget de l'État. Et cet amendement n'a donc pas de portée politique, mais simplement informative, voire pédagogique. S'agissant d'un article de récapitulation, la seule question qui doit se poser, s'agissant de notre vote, est donc celle de savoir si vos services, Monsieur le Ministre, ont fidèlement retracé l'impact des votes intervenus au Sénat depuis jeudi. Après l'avoir rapidement examiné, je n'ai pas de doute à cet égard et vous invite, mes chers collègues, à voter cet amendement, même si, vous l'aurez compris, cela ne signifie nullement une quelconque caution de ma part sur les votes intervenus à ce jour.
À ce moment de la discussion, je ressens au contraire, comme sans doute un certain nombre de collègues, une certaine frustration devant un projet de loi de finances qui n'a plus de cohérence, compte tenu des majorités de circonstances fluctuantes qui ont marqué notre discussion. Les apports du Sénat se trouvent dès lors quelque peu noyés dans cette confusion. Dans ces conditions, il est heureux que nous soyons invités par le gouvernement, dans quelques minutes, à nous prononcer sur un texte qui, s'il ne nous permettra sans doute pas de passer à la seconde partie, permettra au moins au Sénat de se prononcer sur un projet cohérent. J'avais formulé le vœu lors de la discussion générale que notre discussion soit marquée par la cohérence et par des propositions constructives. J'avoue être un peu déçu, même très déçu. Certes, je comprends que l'opposition puisse s'opposer à des mesures prises individuellement, mais pour autant, j'avoue ne guère comprendre le sens de certains votes, s'agissant par exemple des taux de TVA de la part de groupes politiques qui ont, il n'y a pas si longtemps, voté et défendu des augmentations très conséquentes de la TVA et qui, ces jours derniers, ont voulu nous donner la leçon sur ce sujet. Le résultat de ces votes, mes chers collègues, le résultat de ces votes, c'est une dégradation sensible du solde budgétaire de l'État de plus de 10 milliards d'euros. Et si on ajoute les comptes sociaux, puisqu'il y a aussi une répercussion au niveau des prélèvements sociaux, nous arrivons effectivement aux 14 milliards dont quelqu'un parlait tout à l'heure. Je comprends que nos collègues de l'opposition nous disent qu'il convient de baisser les dépenses. On vient de l'entendre à l'instant. Et on va bientôt être dans l'époque des cadeaux et nos enfants ou petits-enfants vont, certains d'entre eux, demander une baguette magique à l'occasion des cadeaux de Noël. Voici un bel exemple de baguette magique parce que notre collègue Delahaye nous dit si on diminue les dépenses de 14 milliards, eh ben, on améliore le solde. Voilà, baguette magique, et c'est bon. J'avoue ne pas avoir eu l'occasion de voir, ni dans cet hémicycle, ni en commission des finances, ni ailleurs, de propositions claires, argumentées, sérieuses, réduisant ces dépenses d'une quinzaine de milliards d'euros supplémentaires par rapport aux efforts que nous effectuons déjà. Ne faites pas croire que la réduction des dépenses serait simple ou indolore. Au moins autant que les dépenses fiscales, elles ont leur utilité, leur histoire, leurs défenseurs. Mais il y a une cause qui doit prévaloir sur toutes les autres, celle de notre crédibilité, de notre trajectoire des finances publiques. C'est l'engagement que nous avons pris devant les Français et devant nos partenaires européens. Aujourd'hui, pour assurer la cohérence du projet de loi de finances, le gouvernement ne peut faire autrement que nous demander d'adopter en bloc la première partie. Nous y viendrons tout à l'heure. Dans cette attente, je vous invite à adopter cet amendement, non pour des raisons de fond, je l'ai expliqué à l'instant, mais afin de prendre acte des votes du Sénat et de leurs conséquences dans une dimension tout à fait mécanique des choses. Enfin, je voulais donner l'avis, Monsieur le Président, de la Commission des finances ou de son rapporteur général sur l'amendement de Monsieur Delahaye, dont j'ai déjà parlé. Il s'agit, avec cet amendement, de réduire de 14,67 milliards d'euros la dépense du budget général de l'État à l'article d'équilibre du projet de loi de finances. Et, comme j'ai eu l'occasion de le dire au cours de la discussion générale, il serait sans doute plus utile de nourrir le débat avec des propositions concrètes que de s'en tenir à des pétitions de principe. Mais cet amendement traduit peut-être aussi la frustration de certains de nos collègues devant le risque de ne pouvoir porter de telles initiatives dans la seconde partie du projet de loi de finances. Mais au fond, il n'est pas trop tard, mes chers collègues, il n'est pas trop tard que d'aller vers ce travail approfondi, détaillé, fructueux de la seconde partie. Et je vous invite donc à bien réfléchir avant d'émettre votre vote tout à l'heure. Très bien, je vous remercie. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre, sur l'amendement de Monsieur Delahaye. Monsieur le sénateur Delahaye, vous nous invitez à travailler avec vous sur la réduction des déficits et la diminution de la dépense. Et vous prenez des arguments pour nous convaincre que je veux rappeler. 1. Les déficits augmentent.
Alors je vais vous rappeler quelle est la séquence des déficits. Lorsque nous sommes arrivés en situation de responsabilité, en 2011, c'était... En 2011... Non mais, en 2011, le déficit était de 5,3%. En 2012, il était de 4,8%. En 2013, il sera de 4,1 et le projet de budget qui vous est proposé le ramène à 3,6. Donc, si je comprends bien votre raisonnement, Monsieur Delahaye, quand on passe de 5,3 en 2011 à 3,6 en 2014, les déficits augmentent. Dans l'arithmétique telle qu'elle m'a été enseignée, quand on passe de 5,3 à 3,6, ils diminuent. Donc, dès lors que vous considérez que lorsque les déficits diminuent, ils augmentent, vouloir les diminuer avec vous, c'est se condamner à les augmenter. Donc, je ne peux pas, pour cette raison-là, accéder au raisonnement. Ça vaut pour le déficit nominal. Mais si je prends le déficit des comptes de la sécurité sociale, je vous donne les chiffres, 20,8 milliards en 2011, 17,5 milliards en 2012, 16,2 milliards en 2013 et 12,8 milliards en 2014. Donc, quand on passe de 28 à 12,8, on augmente les déficits. Donc, compte tenu de ce qu'est la conception de l'arithmétique qui préside à votre intervention, je préfère m'en référer à la conception qui est la nôtre et continuer à diminuer les déficits avec la majorité plutôt que de les augmenter avec vous. Deuxième point, vous proposez une remise à plat de la dépense publique. Vous avez raison. Entre 2007 et 2012, 170 milliards de plus de dépenses. Depuis que nous sommes en situation de responsabilité, le rythme d'augmentation de la dépense publique a été divisé par 4, par 5 même, puisque c'était 2% et c'est 0,4 en 2014. Et nous faisons 5 milliards de plus d'économies en un an que vous n'en aviez fait pendant les 3 ans de la révision générale des politiques publiques. Vous dites, mais ce sont des économies par rapport au tendanciel d'augmentation de la dépense. Mais les économies de la révision générale des politiques publiques étaient aussi des économies par rapport au tendanciel d'augmentation de la dépense. Je vous rappelle d'ailleurs que la Cour des comptes, comme la Commission européenne, mesure les efforts structurels des États à partir des efforts faits par les États en économie au regard de ce qui est le tendanciel d'augmentation de la dépense, mais je comprends que tout le raisonnement qui est le vôtre consiste à considérer que depuis qu'une majorité nouvelle est au pouvoir, il faut que tous les instruments de mesure budgétaire soient cassés de manière à bien apporter la démonstration que les efforts supplémentaires qu'elle fait par rapport à ceux qui l'ont précédée n'existent pas. Donc, cette remise à plat des économies, nous la faisons. Nous allons continuer à faire ces économies en dépenses et je dois dire, monsieur le sénateur, que je ne suis pas convaincu qu'il faille beaucoup compter sur vous pour le faire, puisqu'en l'espace de 4 heures samedi, l'opposition a augmenté la dépense publique et la dépense fiscale de plus de 10 milliards d'euros. Donc, permettez-moi de conclure en vous disant que s'il faut maîtriser les dépenses et réduire les déficits, je préfère m'appuyer sur cette partie de l'hémicycle que sur celle-là. Merci. Alors, en explication de vote sur ces amendements, Monsieur Carucci. Vous souhaitez vous intervenir tout de suite, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, avec l'autorisation de nos collègues. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La polémique n'est pas absolument indispensable. Il me semble, Monsieur le Ministre, il me semble que nous pouvons continuer à nous écouter réciproquement et je voudrais, pour ma part, tâcher de répondre à ces critiques que vous ne cessez de faire depuis vendredi sur les votes que nous avons émis. Chacun connaît les règles constitutionnelles et de procédure qui s'appliquent à l'examen d'une loi de finances sous la Ve République. L'initiative parlementaire est limitée et, au demeurant, une commission des finances en est la gardienne puisque le jeu de l'article 40 de la Constitution rend particulièrement difficile, à certains égards, il faut peut-être s'en féliciter, mais rend peu lisible les initiatives des parlementaires dans l'examen d'une loi de finances.
Monsieur le ministre, vous avez dit, et je le conçois bien, que vous préfériez vous appuyer sur cette partie de l'hémicycle. Certes, c'est assez évident, mais si les votes ont été ce qu'ils ont été, c'est quand même bien la démonstration que vos appuis vous ont partiellement manqué un certain nombre de fois. Pardonnez-moi de le dire, c'est l'explication arithmétique des votes que vous avez enregistrés. Donc, il ne serait pas absolument équitable, il serait même faux de n'incriminer que cette partie-ci de l'hémicycle. À la vérité, si j'essaye de regarder les chiffres, nous avons en effet optiquement et quelques instants creusé le déficit de 10 milliards d'euros environ. C'est ce que nous dit votre amendement de totalisation. Mais depuis que vous êtes en charge, et j'en ai fait la liste, vous avez alourdi très sensiblement les dépenses publiques. Vous avez pris des initiatives et c'était bien votre droit. D'une certaine façon, c'était l'alternance, mais des initiatives qui engagent la responsabilité politique du gouvernement auquel vous appartenez. Le décret permettant le retour intégral à la retraite à 60 ans pour certaines carrières longues, c'est de l'ordre d'1,3 milliard d'euros en 2014. Les 500 000 contrats de génération, c'est 1 milliard d'euros. Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous pouvez tout à fait revendiquer ces mesures. Il est de mon devoir de dire que ce sont des dépenses supplémentaires que nous n'aurions pas faites. Les 150 000 emplois d'avenir, c'est 3,4 milliards d'euros. Les 60 000 postes dans l'éducation nationale, c'est 1,9 milliard d'euros par an. La revalorisation du SMIC, c'est 570 millions. Mais je vous en prie. Monsieur le Président, est-ce que... Mais Monsieur le Président, je vous en prie, continuez de l'endroit où je me trouve, je n'entends que vous. Voilà. Mais mon propos ne sera pas long. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de votre sens de l'équité dans la conduite de nos débats. Je vous en remercie vivement. Donc, si je passe sur une série de choses, la hausse de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, c'est 400 millions d'euros par an. 5 000 postes supplémentaires dans différentes administrations autres que l'éducation nationale, 200 millions. La suppression du jour de carence, 157 millions. Et tout cela, ce sont des estimations pour 2014. La réforme des rythmes scolaires, si l'on raisonne au niveau de l'ensemble du secteur public, c'est plus d'1 milliard d'euros. Avec toute la liste que je vous ai donnée, nous sommes au niveau de la dizaine de milliards d'euros. Et je n'englobe pas là-dedans le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui est très différent de la TVA sociale que nous avions faite, puisque celle-ci était équilibrée. Il s'agissait d'un redéploiement dans une enveloppe fermée, alors que le CICE fera apparaître un risque pour l'équilibre budgétaire si les économies que vous annoncez ne peuvent pas se faire à ce niveau-là et si la fiscalité dite écologique n'arrive pas au rendez-vous, et ce n'est pas une chose simple, à hauteur de 4 milliards d'euros. Donc, Monsieur le Ministre, peut-être est-ce un hasard des choses, mais finalement, les quelques 10 milliards d'euros de majoration que nous avons réalisés par nos votes, eh bien cela se compare tout simplement aux dépenses supplémentaires que vous avez faites, ce qui veut dire que
Certes, nous aurions continué à exonérer les heures supplémentaires de charges sociales et de fiscalité, mais nous n'aurions pas fait toute une série de dépenses que vous avez décidé de réaliser. Donc, sur le thème de la maîtrise des comptes publics et de la maîtrise des déficits publics et du respect de nos engagements, ne caricaturez pas ce que nous avons fait, parce que vous ne preniez en compte dans votre comparaison qu'une partie seulement des choses. Voilà, donc je me permettais simplement de dire cela, et bien entendu de façon symbolique, en ce qui me concerne personnellement, je souscrirai à l'amendement de Vincent Delay. Merci de votre attention. Merci. La parole est à présent à Monsieur Roger Carucci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je vais être nettement plus bref parce qu'après l'intervention remarquable du Président de la Commission des Finances, tout est dit. Je voudrais juste dire, Monsieur le Ministre, et Monsieur le rapporteur n'est plus là, mais enfin, du calme, Monsieur le Président. Vous savez, en la matière, vous savez faire beaucoup avec votre gouvernement. Donc restons calmes. La vérité, elle est où? Elle est que lorsque le rapporteur général dit il faut regarder le tendanciel. Tendanciel, pardon de vous le dire, Monsieur le Ministre, vous le savez très bien, mais on l'a dit, c'est la responsabilité d'un nouveau pouvoir. Vous arrivez en 2012. Nous étions sur une tendance permettant la baisse du déficit en 2012, en 2013, en 2014. En 2013, en 2014. J'ai écouté tout le monde avec attention. La vérité, c'est que, très logiquement, un certain nombre d'engagements du candidat devenu président, vous tenez certains, en tout cas, des engagements, ce sont des engagements qui coûtent. C'est comme ça. Vous créez des emplois dans l'éducation nationale, vous annoncez les contrats d'avenir, vous dites que vous revenez... On interrompt quelques instants cette séance, cette discussion autour de l'amendement de Vincent Delay, et puis après la seconde délibération demandée par le gouvernement sur la première partie du projet de loi de finances pour 2014. Pour faire un peu un point sur cette séance avec Jean Arthuis, sénateur centriste, ancien président de la commission des finances du Sénat. Bonjour Jean Arthuis, merci d'être avec nous. Donc le Sénat qui va très vraisemblablement rejeter la première partie de ce budget 2014. On entendait à l'instant cette querelle de chiffres un peu vaine, finalement, autour du niveau des déficits publics, à partir du moment où les sénateurs ont voté des amendements un peu dans tous les sens qui ont dénaturé ce projet de loi de finances pour 2014, non? Oui. L'exercice est une gesticulation vaine et finalement dérisoire. Le pays traverse une crise dont la gravité suscite l'exaspération, les angoisses. Dans tout le pays, nos concitoyens attendent d'autres réponses. Je pense que nous devrions apaiser ce climat politique. On peut dire que depuis plusieurs décennies, et la droite et la gauche ont échoué. Donc, tout le monde a sa part de responsabilité, mais il n'y a pas non plus de grande coalition gauche-droite qui est prête à se mettre d'accord sur une politique de finances publiques. Au moment où Mme Merkel vient de sceller une grande coalition, alors qu'elle est sortie victorieuse au terme d'une campagne difficile, on peut dire que sa victoire était brillante. Eh bien, en dépit de cela, ils ont l'humilité de se rassembler. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Alors qu'ici, en France, et la gauche et la droite ont continué sous l'empire de l'État-providence à dépenser plus, à atteindre un niveau de dépenses publiques exorbitant et à concevoir une fiscalité dont la complexité est extrême. Et le montant extravagant, puisque 46% du produit intérieur brut fait l'objet de prélèvements obligatoires. Mais personne n'est d'accord sur les solutions à apporter. Je déplore que le Sénat soit à ce point dans l'incapacité de prendre une position claire. Tout ceci parce qu'il y a une majorité de gauche, mais il n'y a pas de majorité pour soutenir le gouvernement. Alors moi j'attendais du président du Sénat qu'il y ait la recherche d'échanges, de discussions pour trouver un consensus, pour être en mesure d'apporter une valeur ajoutée.
dans le débat parlementaire sur les grandes questions que sont la compétitivité, la réforme des retraites, et ne pas camper dans nos camps respectifs avec cette incapacité à aller de l'avant, à faire preuve de lucidité et de courage. C'est pourtant ce qui va se passer notamment sur la réflexion en ce moment sur la fiscalité. Tout le monde monte son groupe de travail dans son coin, y compris les députés socialistes qui réfléchissent à l'Assemblée, les sénateurs socialistes ici au Sénat, l'UMP dans son coin aussi. Donc c'est un peu vain là aussi comme exercice, non? Ce qui est pathétique, c'est que M. Ayrault est au pouvoir depuis 18 mois. Et après 18 mois d'initiative et de vaines réformes, voilà qu'il nous propose une remise à plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui s'est fait depuis 18 mois est à jeter à la poubelle, est incompréhensible et contraire aux objectifs que doit poursuivre notre pays. Je pense qu'il faudrait apaiser ce climat et se mettre d'accord sur un certain nombre de préalables. Comment retrouver de la compétitivité? Comment cesser d'accabler la production par des impôts qui font que, à l'heure de la globalisation, de la mondialisation, on va produire ailleurs, forcément. Donc nous avons à nous remettre en cause. Et les arguments qui s'échangent ici sont quand même très formels et relèvent beaucoup plus de la gesticulation que d'une attitude responsable. Alors en tant qu'ancien président de la commission des finances du Sénat, expliquez-nous ce qui va se passer là dans les minutes qui vont suivre. Le gouvernement a demandé une seconde délibération sur la première partie de cette loi de finances, seconde délibération qui va sans doute être rejetée par le Sénat, et après l'article d'équilibre, la partie recette va être rejetée à votre avis par le Sénat? Je le crois. Je le crois et je le regrette. Et pour ma part, je ne participerai pas au vote, car j'ai préféré que l'article d'équilibre fût voté pour pouvoir examiner les crédits de la deuxième partie, c'est-à-dire les crédits des différentes missions et surtout ce qu'on appelle les articles rattachés, parce qu'ils concernent directement les collectivités territoriales. Il y a des dispositions relatives aux péréquations et de mon point de vue, peu admissible que le Sénat n'ait pas l'occasion de se prononcer sur ces questions, s'en remettre totalement, puisqu'on va envoyer une copie blanche à l'Assemblée nationale, s'en remettre totalement à l'Assemblée nationale. C'est un aveu assez pathétique de la part du Sénat. Est-ce que vous êtes comme certains de sénateurs de l'opposition qui trouvent que le climat est un peu déprimant ici au Sénat, puisque personne n'arrive à se mettre d'accord sur un texte et que, en tout cas, les textes phares, les projets de loi phares, comme le budget de la sécurité sociale, ce projet de loi de finances et puis d'autres textes sur les retraites également, soient tous rejetés par le Sénat? Je trouve ça extrêmement préjudiciable. Il y a ici une expertise qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc je cherche vainement la valeur ajoutée du Sénat dans les travaux législatifs. Et ce qui n'est pas possible ici au Sénat, et c'est le reproche que je fais au président du Sénat, il n'y a pas si longtemps, il exprimait sa satisfaction au terme de la première session réglementaire. Mais enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas, ici nous ne sommes pas prisonniers du fait majoritaire, comme nos collègues de l'Assemblée nationale, est-ce qu'on ne pourrait pas sortir des clivages partisans, des éléments de langage qui font qu'on tire tout vers le bas, et en caricaturant la démarche politique? Est-ce qu'on ne pourrait pas ici convenir de grandes orientations? Il n'y a pas d'initiative dans ce sens, si? Hélas, non. Et je le regrette profondément. Je ne pense pas que le président du Sénat, qui probablement souhaite donner un coup de main au président de la République, je ne pense pas que le Parlement doive se montrer complaisant à l'égard du pouvoir, quel qu'il soit. Et surtout quand on a le souci d'assurer la réussite d'un gouvernement. Je crois que le Parlement doit être exigeant et en aucune circonstance complaisant. C'est l'intérêt du pays qui est là en cause. Moi j'entends la désespérance qui se manifeste ici et là, et j'ai le sentiment que, parlementaire, j'ai les plus grandes difficultés pour apporter une petite valeur ajoutée dans le débat afin qu'on puisse s'en sortir et rompre avec nos traditions qui relèvent beaucoup plus de la gesticulation que d'une attitude responsable. Bon, bah écoutez, on va repartir en séance, on va bien voir ce qui va se passer ce soir ici au Sénat, mais c'est effectivement assez vu. C'est à nouveau Vincent Delahaye, sénateur de votre groupe, qui s'exprime. Donc on va suivre, après les explications de vote sur cette première partie du projet de loi de finances pour 2014, ainsi que le vote et le probable rejet par le Sénat de ce budget. Merci Jean Arthuis, on repart en séance, on se retrouve ici ensuite avec d'autres invités. C'est ça qui nous pose problème. Il y aurait une majorité claire pour le gouvernement avec une opposition claire ou une majorité d'opposition claire, nous pourrions faire des propositions et les faire adopter par l'Assemblée.
Donc aujourd'hui, on ne peut pas le faire et c'est ça qui rend compliqué notre travail ici. Et on a l'impression d'un Sénat chamboule tout un petit peu pour cette loi de finances. Malheureusement, je pense que c'est la configuration de notre Assemblée et l'absence de majorité claire pour le gouvernement qui rend cet exercice très difficile ici au Sénat. Parole à notre collègue Éric Bocquet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, et pourtant il y a bien une majorité de gauche arithmétique dans cet hémicycle. Sur l'amendement de notre collègue Vincent Delahaye, à qui je reconnais effectivement le mérite de la cohérence de ses propos depuis que je l'entends, mais il ne fait qu'aggraver évidemment la logique que nous combattons depuis le début de la discussion dans ce PLF 2014. Vous le savez, nous l'avons dit dans la discussion générale, au cours de la discussion des amendements et à cette heure-ci de la même manière. Cette proposition, donc, c'est la réduction des dépenses publiques de manière drastique. C'est quelque part celle de la facilité. Réduction des dépenses publiques se rapprochant de plus en plus de l'incantation, qui est devenue vraiment incontournable, et nous ne pouvons pas trancher entre les deux options qui nous ont faites ce soir. D'autant plus facile que courageux, mais non téméraires, nos collègues se contentent, comme cela fut déjà observé dans cette Assemblée entre 1997 et 2002, de procéder à une coupe arithmétique des dépenses publiques, prenant par là même bien le soin de ne pas spécifier ni préciser dans quel domaine et sur quel chapitre budgétaire il serait question de réaliser ces coupes claires. Tout simplement parce que, toutes choses égales par ailleurs, les dépenses publiques de l'État, une fois mises de côté, les dépenses de personnel, les crédits évaluatifs, notamment ceux de la mission remboursements et dégrèvements et quelques autres, ne laissent pas énormément de marge de manœuvre. Que faut-il réduire, mes chers collègues? Et puis, faudrait-il en conclure que ces dépenses n'auraient eu aucune utilité? Les crédits des aides au logement, au risque de priver les gens d'une partie de leur pouvoir d'achat et de générer de nouveaux contentieux locatifs? Faut-il réduire les crédits de l'allocation adultes handicapés, au risque de laisser plusieurs dizaines de milliers de personnes sans ressources, les entreprises ne respectant pas plus que cela leurs obligations d'embauche? Faut-il réduire les crédits destinés à aider les communes ayant à mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires? Faut-il supprimer les crédits de ceux qui vont payer le 10e mois de bourse étudiante, ceux prévus pour rembourser la TVA aux artisans et commerçants, etc. Vous voyez aisément, mes chers collègues, que l'exercice de coupe claire dans la forêt des crédits budgétaires est loin d'être facile, à moins que la facilité soit précisément, comme nous l'avons indiqué, d'afficher une volonté dont on sait pertinemment qu'elle ne sera jamais suivie d'effet. Or, je crains qu'à ce stade, vous n'ayez oublié deux choses, mes chers collègues, dans cette logique. Un, une bonne part de la dépense publique est réalisée aujourd'hui par des opérateurs, par les collectivités locales et n'apparaît donc pas directement dans ce budget. Deux, ce qu'il faut réduire et interroger de manière déterminée, c'est la masse énorme de la dépense fiscale. Nous pensons là qu'il y a du grain à moudre. Je vous remercie. Très bien, je vous remercie. Je vais mettre aux voix l'amendement 545 du gouvernement. Ceux qui sont favorables lèvent la main. Monsieur le rapporteur général, pardon mes chers collègues, vous avez la parole. Oui, je reprécise une nouvelle fois à nos collègues que cet amendement, c'est un amendement qui a une nature essentiellement comptable. Hein. Le débat politique va venir après la suspension dans quelques minutes. Ici, il s'agit du constat comptable de l'ensemble des conséquences comptables, donc des amendements qui ont été votés au Sénat sur la configuration globale donc de ce projet, de ce budget pour 2014. Donc, ça a une dimension comptable et la Commission des finances recommande donc le vote. C'est une disposition mécanique, le vote donc de cette conséquence en fait de tous les votes intervenus ici. Et je recommande donc le vote contre pour l'amendement présenté par notre collègue Delahaye. Alors, j'en reviens à l'amendement 545 du gouvernement après ces explications. Ceux qui sont favorables lèvent la main. Merci. Ceux qui sont contre? Abstention. L'amendement est adopté. En conséquence, l'amendement 477 de M. Delahaye tombe. Sur l'article 1er, je vais mettre au voix l'article 1er, l'article d'équilibre. Très bien. Alors, je vais mettre au voix l'article d'équilibre, l'article 1er. Est-ce que je peux considérer que le vote est le même? Même vote. Merci. Il est adopté. Nous avons donc terminé l'examen de la première partie. La parole est à présent au gouvernement.
Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, en application de l'article 43, alinéa 4 et de l'article 47 bis, alinéa 1er du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération sur les articles 6 bis A, 6 bis B, 6 bis C, 5 quinquis, 7 sexis, 7 septies, 7 octis, 10 bis, 12, 12 bis, 12 ter, 13, 19 bis, 22 bis, 24 ter, 29 bis, 31, 34 bis et par coordination sur l'article 43 et l'ATA A annexé au projet de loi de finances. Le Gouvernement souhaite également rétablir les articles 3, 5, 6, 8 bis, 9, 18, 20, 23 bis et 37 qui ont été supprimés par le Sénat. En outre, conformément à l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et à l'article 42 alinéa 7 du règlement du Sénat, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à un seul vote sur les amendements de cette seconde délibération, ainsi que sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances. Merci, mes chers collègues. En conséquence, en application de l'article 47 bis alinéa 1 du règlement, le Gouvernement demande au Sénat qu'il soit procédé à une seconde délibération sur les articles indiqués. La seconde délibération est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Conformément à l'article 43, alinéa 5 de notre règlement, lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission qui doit présenter un nouveau rapport. Nous allons suspendre la séance pour permettre... Oui, laissez-moi terminer, chers collègues. Suspendre la séance pour permettre à la commission de se réunir. Et je prends donc le rappel au règlement de Madame la Présidente Éliane Assassi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement se fonde évidemment sur les termes de l'article 36 de notre règlement relatif à l'organisation de nos travaux, après l'annonce donc par le Gouvernement de recourir à la procédure dite de vote bloqué. Alors, si je comprends bien, le travail d'amendement, la controverse des idées et les conclusions du débat, tout cela est balayé d'un trait de plume, ou presque, comme si rien de ce qui s'est dit dans cette enceinte depuis jeudi n'avait existé. Donc, cette manière de faire qui devient quand même assez habituelle ici au Sénat, puisque nous l'avons déjà observé lors de la discussion de la loi de finances 2013, de la présumée loi de sécurisation de l'emploi, de la loi de financement de la sécurité sociale, cette manière de faire ne peut, me semble-t-il, constituer l'alpha et l'oméga de la discussion parlementaire au Sénat. Alors notre ligne, dont le ministre, mais pas simplement celui-ci présent, d'autres qui nous ont fait le plaisir d'être parmi nous tout au long de nos débats, ont souligné la cohérence de ce que nous disions, ce dont nous leur donnons acte volontiers. Mais notre ligne a consisté, à l'occasion de ce débat, à faire valoir des mesures que nous considérons favorables au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Il se confirme, selon de nombreux analystes, que nous allons enregistrer une nouvelle baisse du pouvoir d'achat des ménages. Évitons donc que la ponction fiscale inconsidérée ne vienne s'ajouter au gel des traitements des fonctionnaires et aux désastreuses politiques de modération salariale encouragées par les exonérations de cotisations sociales. Ces exonérations font trop souvent office de politique de l'emploi dans notre pays. Nous avons estimé que les entreprises bénéficiaires de plus de 165 milliards d'euros d'aides fiscales diverses et certains ménages aisés détenteurs d'importants patrimoines générateurs de plus-value immobilière et mobilière pouvaient fort bien faire quelques efforts pour aider au redressement des comptes publics. Nous avons déposé des amendements en ce sens qui, même quand ils ont éveillé l'attention, n'ont pas cru devoir recevoir l'accord du gouvernement. Je n'aurai pas l'audace de rappeler par trop souvent les mots de François Hollande sur la nécessité de ne pas entamer par une trop forte pression fiscale le pouvoir d'achat des ménages, les discours de campagne électorale étant parfois d'imprudents paris sur l'avenir. Mais le fait est que ce sont les ménages, les consommateurs, ce sont les mêmes d'ailleurs, qui vont être fiscalement parlant mis exclusivement à contribution. Les entreprises vont pouvoir, sans qu'il ne soit l'espace d'un instant exigé d'elles la moindre contrepartie, continuer de tirer parti.
des 165 milliards d'aides fiscales, des 30 milliards d'exonération de cotisations sociales, mais aussi des aides budgétaires directes prévues par la loi de finances. Vu le résultat, cela ne me semble pas être, Monsieur le ministre, le bon choix. À force de ne pas pouvoir faire partager ces priorités, au demeurant discutables, vous voici donc conduit, vous aussi, au vote bloqué. Alors, j'oserais vous dire, Monsieur le ministre, cessez. Cessez avec le groupe socialiste de vous enfermer dans l'erreur. Merci. Acte est donné de votre rappel au règlement, Madame la Présidente. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Karoutchi pour un rappel au règlement. Même fondement, Monsieur le Président, sur l'article 36, naturellement sur l'organisation des travaux parlementaires. C'était juste un petit mot d'humour pour rappeler que lorsque j'étais en charge des relations avec le Parlement, j'ai souvenir avoir ici même, je ne parle pas à l'Assemblée, mais ici même, demandé au terme d'un texte de loi important une deuxième lecture sur un article. Et j'avais eu droit à, une bronca de l'ensemble des groupes à l'époque de l'opposition, aujourd'hui majoritaire, pour dire c'est absolument une violation du Parlement, c'est scandaleux, le gouvernement ne respecte pas le Parlement. À quoi ça sert qu'on ait passé 24 heures à débattre si, après et au terme de tout ça, vous revenez là-dessus sur un article? J'étais confus et penaud. Je constate que le ministre du Budget l'est beaucoup moins que moi quand il fait 15 articles, 10 milliards et qu'il dit en fait au Sénat « Vous avez bien fait de rester là jour et nuit depuis jeudi. Bonne soirée, messieurs, dames. » Merci. Nous allons donc suspendre. Monsieur le Président de la Commission des Finances, quelle durée prévoyez-vous pour cette suspension de séance? Monsieur le Président, d'un côté, c'est vrai, comme il y a de très nombreux articles, nous pourrions revenir sur le fond de chaque sujet. Mais comme c'est une question en réalité très globale et que tout a été dit, j'espère que 10 minutes, un quart d'heure au plus seront suffisants. Très bien, merci pour 10 minutes. La séance est suspendue. Voilà, donc suspension de la séance pour 10 minutes, vient de préciser Jean-Pierre Bel, réunion de la Commission des Finances. Jean-Vincent Placé, qui fait partie de la Commission des Finances, est à mes côtés, donc vous allez devoir partir en réunion. Bon, le groupe écologiste que vous présidez ici au Sénat va s'abstenir sur ce projet de loi de finances. C'est une position que vous assumez. Oui, tout à fait. Cela fait plusieurs mois, presque même ces 18 derniers mois, que nous essayons d'alerter le gouvernement sur l'excessive austérité et l'excessive rigueur des budgets qui sont présentés. On n'a pas fait, et je salue d'ailleurs l'initiative du Premier ministre à cet égard, mais on n'a pas fait la grande réforme fiscale que nous appelions de nos voeux, ce qui fait que nous nous retrouvons aujourd'hui en plus à financer. Là, vous devez être satisfait avec les annonces de Jean-Marc Ayrault. Oui, et quelque part, j'espère d'ailleurs que cette abstention sera un solde du passé, parce que ces deux derniers budgets, nous ne les avons pas soutenus avec beaucoup d'enthousiasme, parce que mesure phare, le crédit d'impôt compétitivité emploi, dont on voit bien la globale inutilité, même les entrepreneurs le disent, maintien du budget militaire sanctuarisé alors qu'on voit bien les besoins des services publics aussi bien sur l'écologie que sur la santé que sur la recherche, donc une priorisation qui nous paraît contestable. Et donc je l'ai dit, les augmentations de TVA, déjà le taux de 20%, mais aussi les taux de 7 à 10 qui s'abattent pour le coup aussi sur les PME, PMI et en particulier sur des produits écologiques dont les transports collectifs, les déchets, la question des bâtiments. Donc, oui, mais on voit bien que l'équation est impossible à gauche. C'est-à-dire que personne n'a les mêmes positions, personne n'est d'accord sur rien. Donc l'équation est totalement impossible entre les communistes, les Verts et le Parti socialiste. Non, il fallait assumer déjà la grande réforme fiscale, c'est-à-dire qu'on a déjà pris 2 ans de retard, faire en sorte que justement on ait un débat non pas seulement sur le consentement de l'impôt, mais sur sa réhabilitation, si j'ose dire, son utilité pour financer des investissements pour le coup d'avenir. Et on a fait, je vous le dis, l'erreur du crédit d'impôt compétitivité emploi. On se retrouve
retrouve à l'augmentation de TVA. On aurait pu avoir une autre donne, beaucoup plus dynamique en matière budgétaire et fiscale, si on ne s'était pas complu à rester dans les clous d'une part du traité européen et d'une espèce de peur des marchés qui tétanise. Et moi j'en appelle à une politique plus volontariste, et y compris d'ailleurs sur les budgets liés aux collectivités territoriales. Moins 1,5 milliard pour les collectivités territoriales. Nous en plus, on ne fait pas là-dessus de la démagogie. On était pour la suppression des conseils généraux. Nous sommes pour trouver des économies, mais ces économies, elles sont aussi des éléments... Si on vous écoute bien, on voit pas très bien où vous voulez les trouver, les économies, puisque vous refusez toutes les économies souhaitées par le gouvernement, que ce soit la hausse des TVA, par exemple, de la TVA. Madame Pernaut, c'est pas une économie. La hausse de la TVA, c'est une recette. Et sur les questions budgétaires, donc réforme de l'État, on aurait pu essayer de réfléchir au poids excessif de l'administration centrale. Vous voyez, donc c'est pas une petite mesure. C'était porté dans le temps par Michel Rocard, et on ne revient plus sur ces sujets-là. La réforme de la décentralisation, on a rajouté la métropole à l'ensemble des strates que nous avions, alors que nous, assez courageusement, nous pensons qu'il fallait concentrer sur les agglomérations et sur les régions, et donc supprimer les conseils généraux. Voilà, ça, c'est pas une petite mesure, et d'ailleurs qui allait peut-être pour le coup plus dans le sens de nos prédécesseurs. Et quand je vous parle du budget militaire, c'est pas moi qui ferai le pacifiste Bélan, non, c'était la proposition de Bercy de diminuer. Les militaires payent quand même pas mal. Il y a beaucoup de suppressions de postes, de non-renouvellement de postes. La loi de programmation militaire est tout de même assez sévère, non ? Oui, tout à fait, mais c'est le vent de l'histoire. Pourquoi continuons-nous à avoir des casernes, si j'ose dire, tournées vers l'Est de l'Europe? C'est la vraie réalité. Et moi, je ne suis pas du tout un pacifiste Bélan, comme je vous le disais. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir une force d'intervention digne de ce nom, bien plus significative. Quand on voit, et je salue nos militaires qui sont au Mali et aujourd'hui en Centrafrique, mais quand on voit les nécessités notamment de la police internationale, les nécessités d'une forme de droit d'ingérence internationale, on a besoin de plus de soldats en force d'intervention directe et beaucoup moins en statique. Donc voilà, il fallait assumer des choix courageux qui, je vous le dis, c'est pas moi qui proposais ça, c'est Jérôme Cahuzac et même les services de Bernard Cazeneuve. Donc voilà, on a voulu sanctuariser ce budget, on baisse le budget de l'écologie, on baisse le budget y compris de la recherche, on baisse à peu près l'ensemble des budgets, et c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation, comme on n'a pas fait cette grande réforme fiscale et qu'on s'est placé sous les clous de la rigueur. Donc à vous écouter, on se demande finalement pourquoi vous ne votez pas contre. Effectivement, le débat pourrait avoir lieu, mais il s'avère que nous sommes dans la majorité, et pour le coup, vu la situation politique, y compris une forme de marasme politique dans lequel nous sommes, quitter le navire gouvernemental, je crois que ce ne serait pas, y compris même convenable en réalité, il faut s'accrocher, et c'est en ce sens-là que j'espère que ça sera un solde du passé, et que justement l'initiative qui commence demain d'ailleurs avec les groupes parlementaires du Premier ministre que je rencontre à 11h pour lui parler de la réforme fiscale, nous permettra d'envisager les budgets futurs sous un plan de plus de justice et réellement vers le redressement. Merci beaucoup Jean-Vincent Placé. Je vous laisse rejoindre la commission des finances, puisqu'effectivement suspension de séance avant le vote des sénateurs sur la première partie de ce projet de loi de finances pour 2014. Suspension de séance puisque la commission des finances a demandé à se réunir avec la seconde délibération demandée par le gouvernement. Tam Tranui, vous êtes dans l'hémicycle du Sénat, vous suivez précisément cette séance importante aujourd'hui pour nous. Dites-nous ce qui va se passer quand après la réunion de la commission des finances, quand la séance va reprendre. Alors, on va déjà faire un petit retour sur ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la demande de seconde délibération par Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. Alors, il l'a dit, eh bien, ce budget entérine un déficit de 92,6 milliards d'euros, plus de 10 milliards d'euros de déficit en plus dans la version du Sénat par rapport à la version de l'Assemblée. Le ministre du Budget l'a dit, il ne reconnaît plus ce budget. Ce budget a été complètement détricoté, complètement modifié, tellement amendé par les sénateurs qu'il est impossible pour les socialistes eux-mêmes de voter ce budget. Alors parmi les grosses suppressions, les gros changements, on peut noter le rejet de la baisse du quotient familial, celui de la taxe exceptionnelle à 75% pour les rémunérations supérieures à 1 million d'euros, celui de la réforme des plus-values immobilières, le Sénat qui en revanche a maintenu le taux réduit de la TVA pour les centres équestres contre l'avis du gouvernement, ainsi
que l'exonération fiscale pour les heures supplémentaires. Bref, le texte était complètement méconnaissable. Le gouvernement risque de se retrouver face à un Sénat unanimement contre. Son seul recours possible, c'est donc le vote bloqué, c'est-à-dire demander aux sénateurs de voter non pas sur le texte amendé, modifié, complètement chamboulé par le Sénat, mais sur le texte du gouvernement enrichi par les seuls amendements du rapporteur général, c'est-à-dire un budget conforme à ce que voulait le gouvernement. On va rappeler que ce n'est pas la première fois que le Sénat a recours à cette procédure. Faire un petit retour en arrière. Il y a quelques semaines, il y a eu la réforme des retraites. Ici, le texte était tellement méconnaissable que, eh bien, il y a eu une unanimité contre. Les socialistes eux-mêmes ont voté contre leur propre texte puisque celui-ci n'était plus du tout conforme à la version du gouvernement. Puis, eh bien, il y a eu l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. On se retrouve face à une situation proche, c'est-à-dire que le texte est tellement modifié que là encore, les socialistes vont avoir beaucoup de mal à pouvoir voter pour le texte. Eh bien, cette fois-ci, Marisol Touraine sort cette arme du vote bloqué, cette arme qui lui permet donc de faire voter les sénateurs sur le texte du gouvernement enrichi des amendements du rapporteur des affaires sociales. Et finalement, on arrive à un rejet du texte, mais avec tout de même les voix socialistes. On va certainement se retrouver dans cette même situation, cette fois-ci sur le projet de loi de finances 2014, puisque au moins cela va permettre donc d'avoir ici les voix des socialistes. Alors après donc cette suspension de séance et après la réunion de la commission des finances, eh bien, les sénateurs vont se réunir à nouveau dans l'hémicycle et cette fois-ci, ils vont donc entamer ce que l'on appelle les explications de vote. Ils vont prendre la parole les uns après les autres, chacun par groupe, pour pouvoir expliquer donc son vote sur ce texte. Et après ça, il va y avoir un scrutin public ordinaire, un scrutin public à avoir lieu donc derrière moi dans l'hémicycle. Il va y avoir des urnes qui vont être déposées donc à la tribune et chaque groupe va pouvoir déposer son vote pour, contre ou abstention. Voilà Perrine, ce qui va se passer dans quelques instants. Merci beaucoup Tom pour ces explications complètes, très détaillées. Alors effectivement, on va attendre la fin de cette réunion de la commission des finances. Je vous propose, en attendant un reportage, on va se rendre dans la circonscription du sénateur Albéric de Montgolfier, sénateur UMP. C'est un reportage, un focus autour de l'installation d'une grande station solaire et du photovoltaïque. Et on se retrouve après ici en direct de la salle des conférences. À tout à l'heure.